Charles Becbédé, installez-vous. Bonjour. Bonjour, Quentin, merci de m'inviter. Merci à vous de venir, vous n'êtes pas très loin, mais merci infiniment d'être venu au Figaro. Petite question piège pour commencer, combien de sociétés vous avez créées, ou co-créées, ou dirigées Créer 7 ou 8, Ouais. co-créer beaucoup plus. Ah, Après, tout dépend de ce qu'on appelle la co-création. En fait, c'est ça. Moi j'ai cherché, moi j'ai je pas trouvé. définirais, quand on crée ou co-crée une boîte, c'est qu'on en a eu l'idée. Qu'on est moteur dans l'idée initiale. Donc, pas mal de boîtes. Après, il m'arrive souvent aussi d'investir très tôt dans la vie d'une entreprise qui a été créée par quelqu'un d'autre. C'est ce qu'on appelle l'amorçage. C'est très intéressant. J'aime bien investir très tôt dans la vie d'une entreprise. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Dessineur du Figaro. Aujourd'hui j'accueille le serial entrepreneur, c'est un mot à la mode, Charles Becbédé. Est-ce qu'il y a une cohérence, Charles Becbédé, néanmoins un fil rouge dans votre esprit entrepreneurial, dans les boîtes que vous avez créées, dans celles dont vous avez investi un peu d'argent? Est-ce que tout ça a un sens pour vous? Bien sûr. Ouais. Non, il y a une cohérence, c'est que je trouve que une entreprise, c'est fait pour vendre des biens, des services, des produits. Et que c'est difficile si vous vendez la même chose que les voisins. Ouais. Donc, il faut qu'il y ait un déficit d'offres. Donc, avant de créer une boîte, je vais essayer d'identifier un déficit d'offres, quelque chose qui manque, un trou dans la raquette. Ok. Et souvent en France, c'est le cas parce qu'on est parfois un peu moins dynamique que d'autres pays que qui les cousins le sont américains. plus. Vous Donc, voulez il suffit dire, parfois d'aller au-delà de nos frontières et de trouver des choses qui marchent et qui n'existent pas encore chez nous. Et donc, vous voyez, c'est pas très, très compliqué. Et voilà, je dirais, oui, la constante qu'on peut trouver dans mes différentes entreprises. Donc, pas de spécialité, entre guillemets, pas de matière Non, de prédilection. Bon, après, j'aime bien quand il y a un petit verrou réglementaire qui saute, une libéralisation. Mais c'est de moins en moins le cas, parce que maintenant, on commence à... tous les grands secteurs ont été plus ou moins libéralisés. Il manque encore le secteur des retraites par capitalisation, mais on ne va pas en parler. Pas de politique aujourd'hui. Oui, il y a beaucoup de secteurs, beaucoup de marchés qui ont été ubérisés, en fait. Ce que c'est que vous dites. Et donc, c'est de plus en plus rare, finalement, de réussir à benchmarker, vous disiez, Au niveau donc, des évolutions réglementaires, c'est plus rare. Mais ensuite, il y a tout ce que la technologie peut permettre. C'est-à-dire que cette fois-ci, le déficit d'offres, il va se créer parce qu'il va y avoir un moment des nouvelles technologies qui vont permettre d'inventer vraiment de nouveaux services, de nouveaux produits et qui n'existent pas ailleurs. Et donc là, être parmi les toutes premières entreprises qui vont déployer ces nouvelles technologies, ça c'est très intéressant. Ouais. Donc là vous parlez de technologie, mais moi je trouve on va parler un peu de patrimoine avant ça. Vous avez très récemment même racheté l'hôtel Bourrienne, un hôtel particulier qui est pas très loin d'ici, qui est monument historique, qui date je crois du Directoire. Construit juste avant la Révolution. Et décoré au moment du Directoire. Parce qu'entre-temps il y a eu la terreur, donc évidemment... l'esprit n'était pas à la décoration. On n'avait pas trop le temps pour ça. Et la première famille qui l'a occupé, c'était à partir de 1795. Et donc, tout a été décoré en Directoire. Et ce qui est incroyable, c'est que ces décors authentiques ont été conservés jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, où vous avez élu domicile, entre guillemets, en tout cas vos bureaux sont là-dedans. Est-ce que c'est un rêve de gosse d'avoir des bureaux dans un monument historique? Enfin, qu'est-ce que ça signifie de vous, ce chantier qui a duré, je crois, 3 ans ou quelque chose comme ça? Non, mais j'avais envie de rassembler toutes mes entreprises dans un lieu qui a une âme, une atmosphère. Et j'ai beaucoup cherché dans Paris pendant longtemps. Et c'est vraiment cette rencontre avec ce bâtiment qui est complètement incroyable, qui en plus est de 2 époques, parce qu'il est du Directoire au rez-de-chaussée premier et il est Art Nouveau, donc Eiffel, au 2e étage. C'est très particulier. Il faut venir. Très particulier. Et c'est un endroit donc inspirant. Un endroit inspirant qui vous ressemble. Vous avez récemment créé, alors là on reparle de technologie, vous avez créé Quantonation, donc vous avez apprécié l'accent. Bravo. Voilà, un fonds dédié donc aux technologies quantiques. Oui. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous passionne autant là-dedans? Est-ce que vous pouvez vulgariser ce mot qui est assez... Alors, vous savez que toute notre électronique est quantique, puisque tout découle en fait de la première révolution quantique. Donc, lorsque des grands physiciens, dans les années 20-30, ont compris comment fonctionnait le monde subatomique. Ça nous a donné le transistor, le laser, beaucoup d'autres choses. Nos smartphones, c'est du quantique.
Mais ce qui se passe, c'est qu'on est entré maintenant dans la seconde révolution quantique. Et ça, c'est quand on arrive à manipuler des atomes individuels, des photons uniques. Et là, on va pouvoir exploiter d'autres propriétés de la matière, comme la superposition, l'intrication. Et ça va permettre d'avoir un effet exponentiel dans le nombre de configurations d'un ensemble d'objets quantiques qui vont permettre de faire des processeurs quantiques beaucoup plus rapides, qui vont permettre de faire des calculs beaucoup plus rapidement que ce que peuvent faire les ordinateurs conventionnels. On va pouvoir aussi avoir des applications en cybersécurité, en communication, mais aussi en sensing. Alors, c'est-à-dire on va pouvoir faire des détecteurs, par exemple des IRM nouvelle génération, avec ces fameux qubits qui sont très fragiles à l'environnement. Et donc, ce qui est un problème est aussi une qualité, puisque ça en fait de magnifiques détecteurs. Donc Quantonation, donc vous voulez avec ça inventer quelque chose de Alors révolutionnaire. là, nous, on est des investisseurs, donc on va aller dénicher des pépites dans les meilleurs laboratoires de physique fondamentale dans le monde entier et aider les scientifiques qui le veulent à créer leur start-up. Et donc on va co-créer des boîtes avec eux ou arriver en amorçage. Et c'est déjà le cas, on a déjà 8 investissements dans des startups, de hardware quantique, de software. Vous financez la recherche pour ensuite vous associer avec les chercheurs les plus entrepreneurs finalement. Oui, alors on ne va pas prétendre qu'on on finance pas la recherche, ça reste du domaine public. On arrive juste après, donc, et on aide à faire la bascule entre le laboratoire de recherche et la petite entreprise qui va peut-être devenir très grande et qui va révolutionner l'électronique. Alors, il y a quelques années, vous étiez aussi lancé un peu en politique, il n'y a pas si longtemps, d'ailleurs, vous tweetiez beaucoup, etc. Donc ça, c'est une période révolue. Je me suis un peu calmé. Être entrepreneur et politicien, c'est deux choses incompatibles. C'est pas possible, en fait. Là, je suis hyper opérationnel dans mon entreprise de capital investissement qui s'appelle Audacia. Et donc avec Quantonation, avec d'autres projets dans l'immobilier, avec nos projets dans les PME, dans le capital développement, je peux pas aussi faire de la politique. Alors, faut faire un choix. Je préfère rester concentré sur mon projet professionnel et mettre un peu en sourdine mes activités politiques. Alors, votre petit frère Charles Becbédé est écrivain. Est-ce que vous, donc le businessman, vous avez un côté artiste caché? Je sais pas, est-ce que vous êtes un excellent photographe, un peintre? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai pas envie de décevoir. Je pense que peut-être ma qualité, c'est d'essayer de détecter des tendances un peu en avance et savoir décoder aussi certaines complexités. Mais je suis pas violoniste, virtuose. C'est à ça que je pensais. Non, malheureusement, non. Alors j'ai entendu dire justement qu'avec votre frère, vous alliez lancer une marque de vodka. C'est vrai ce mensonge? C'est vrai, tout à fait. Donc on s'est dit, on a tous les deux plus de 50 ans maintenant, qu'il serait temps qu'on ait un projet commun, un projet entrepreneurial. Donc on a créé une boîte et qui va commercialiser une vodka, une premium, bio, et qui sera disponible dans les meilleures épiceries de luxe à partir de début mai, au printemps. D'accord, la vodka bio des frères Becbédé. Merci Charles Becbédé. On va en parler. Merci. Merci.